Rebonjour à tous et à toutes pour cette seconde partie de matinée. Pour les personnes qui nous rejoignent, je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous poser vos questions en direct via le chat. Ça a très bien marché sur la première partie de la matinée. Donc n'hésitez pas, toutes les questions qui ne trouveront pas une réponse sur le plateau, vous aurez une foire aux questions sur le site d'ETP Grand Est. Ce second plateau diffère un tout petit peu du premier qui était sous forme de table ronde. Là, nous serons avec deux exemples différents de réflexion et de recherche autour de la place du patient, mais également autour de l'approche narrative, mais on vous en dira plus dans quelques secondes. Je vais commencer par les présentations et laisser se présenter nos invités de ce second plateau, en commençant par Madame Legendre. Oui, bonjour. Je suis patient expert de l'AFVD, Association francophone pour vaincre les douleurs, qui est une association de patients douloureux chroniques. Et j'interviens dans un programme de TP à Mulhouse, au centre de réadaptation. Je suis associée à toutes les phases du programme. Merci beaucoup pour cette présentation. Docteur Ghemazi-Kefi. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis pédiatre, praticien hospitalier au groupement hospitalier Mulhouse Sud-Alsace, où je coordonne des programmes d'éducation thérapeutique sur le diabète de l'enfant. Et je dirige aussi une association orinoise qui prend en charge les enfants atteints de maladies chroniques, diabète, obésité et asthme. Très bien, merci beaucoup. Madame Dannenberger. Bonjour, je suis aidante naturelle. Mon partenaire a une pathologie AVC et je suis co-chercheur pour le projet de recherche Action Formation Croiser les expériences qui a été créé par Dr Beckwirt. Ça passe la parole au Dr Beckwirt. Bonjour, merci beaucoup de cette invitation. Donc, moi, je suis médecin au centre hospitalier de Mulhouse, au groupe hospitalier Mulhouse Sud-Alsace, où je coordonne une unité ambulatoire de soins aux personnes vivant avec le VIH, avec un programme ETP qui est destiné aux personnes concernées par la maladie VIH, donc prévention et soins. Et je participe également à l'UTEP, à l'équipe UTEP du GHR qui a été créée en début d'année. Et je suis donc à l'origine d'un programme de recherche dont je vous remercie de nous avoir invités à parler. Très bien. On est très impatients de vous entendre. Pour nos internautes qui ne savent peut-être pas ce que c'est une UTEP, c'est une unité transversale d'éducation aux patients qui propose de l'appui méthodologique aux équipes, en tout cas intra-hospitalières, qui souhaitent déposer des programmes ETP. Donc, merci pour ces présentations. Je vous propose de débuter ce plateau, en tout cas en visionnant un premier film qui va relater un petit peu les expériences patients et du coup les propos qu'il nous livre et qu'est-ce qu'on en fait, tout compte fait. Donc, je laisse la place à la diffusion. Alors nous, on constate au quotidien que les patients améliorent leur qualité de vie. Alors pour l'évaluer, on a des questionnaires de qualité de vie qui sont faits avant l'entrée dans le programme et à la sortie, et on voit une amélioration de la qualité de vie. Mais outre cet outil, on voit quand même que les patients, quand ils arrivent chez nous, sont plutôt renfermés et pas forcément ouverts. Et après quelques séances, que ce soit du groupe ou de l'individuel, on les voit beaucoup plus ouverts, beaucoup plus épanouis. Alors, pour ma part, et pour l'expérience que j'ai, ça a amélioré énormément ma qualité de vie. Je vous donne un exemple. J'ai du mal ponctuellement ou souvent à ouvrir une boîte de conserve. On m'a donné des outils pour pouvoir ouvrir une boîte de conserve. Moi, je pense que le programme d'éducation thérapeutique, c'est une fantastique opportunité pour le patient. C'est une fantastique opportunité parce que ça permet d'introduire des nouvelles relations
avec les soignants qu'il côtoie régulièrement. Ça permet aussi au patient de se rendre compte qu'il n'est pas seul à vivre cette maladie et donc de sortir de la solitude qui caractérise d'habitude un patient porteur d'une maladie chronique. C'est aussi l'occasion d'apprendre beaucoup de choses sur sa maladie, qu'il connaît à travers ce qu'on a pu lui dire, à travers ses représentations, mais qu'il connaît qu'imparfaitement. Et tout ça, ça doit lui permettre de devenir progressivement non plus le figurant qu'il est par rapport à sa maladie, mais un véritable acteur de sa maladie. Alors les ingrédients de la réussite, ce serait une bonne cohésion d'équipe et une bonne entente entre les différents professionnels pour qu'il y ait voilà, un chemin assez fluide pour le patient. Je peux parler d'ingrédients dans le sens où le programme ETP, en tout cas de celui que moi j'ai été témoin et actrice, c'est le projet d'une équipe, d'un médecin d'abord, qui a construit son équipe et qui a fait rencontrer cette équipe avec les patients, donc nous, moi en particulier. Et on a pu, lors d'entretiens, voilà, être écoutés, entendus. Ils ont pu nous proposer certaines choses. Et aujourd'hui, dans quelques mois, ce projet ETP naîtra et d'épaule d'une personne et d'une équipe et de petits ingrédients de notre part, nos patients et nos malades chroniques. Moi, je pense que, puisque vous parlez d'ingrédients, on va parler de recettes. Je pense que ce qui est extrêmement important, c'est que les programmes d'éducation thérapeutique développent un véritable culte de l'écoute du patient, pour l'inciter à s'exprimer, pour l'inciter à faire part de ce qu'il vit avec sa maladie, mais aussi pour lui faire comprendre que dans cette maladie, il a un rôle considérable à jouer. Dès l'instant où ces ingrédients sont présents et dès l'instant où le comportement des personnes qui animent ces programmes d'éducation thérapeutique invite à l'expression, eh bien on peut considérer que la réussite est debout. Alors l'intérêt d'une équipe pluridisciplinaire, c'est que justement on prend en compte tous les propos du patient, du moins on essaie, parce que quand on fait des discussions avec eux lors des premiers entretiens, on va parler de la diététique, de l'activité physique, mais on va forcément parler un peu d'autre chose, et c'est cette autre chose qui peut être intéressant à retransmettre après à notre collègue psychologue ou infirmière pour pouvoir vraiment prendre le patient dans sa globalité. Moi, j'ai pas cette impression. Ceci étant dit, les patients ont tous vécu des expériences différentes. Ils ont donc un chemin de vie qui les caractérise. Quelquefois, des choses qui concernent l'un ne concernent pas l'autre. Et ils peuvent avoir le sentiment, non pas de ne pas avoir été écoutés, mais de ne pas avoir eu la possibilité de s'exprimer suffisamment sur leur relation avec la maladie. Ceci étant dit, globalement, je crois que l'intérêt d'un programme d'éducation thérapeutique, c'est précisément de prendre en compte les propos du patient, parce que finalement, l'éducation thérapeutique, c'est quelque chose de relativement récent, et ça suppose une posture différente de la part des professionnels de santé. Donc, il y a de la réciprocité éducative dans l'air. Moi, je suis assez d'accord avec Eric, cependant, je pense que on est souvent entendu, peut-être pas écouté ou bien écouté et pas forcément entendu, mais on a aussi, nous, une petite habitude, nous patients, c'est que quand on a l'espace, on dit, on parle, et entendu ou pas entendu, on a l'espace pour dire les choses. Bien, au décours de ces témoignages, on voit que tout compte fait, l'amélioration de la qualité de vie au travers des programmes est validée, et aussi bien pour les patients d'un point de vue très pratique que pour les professionnels de santé par l'intermédiaire d'outils, de questionnaires. On a une question d'un internaute qui nous demande quel type de questionnaire on peut utiliser. Comme on a deux personnes qui ont des programmes, peut-être même plus, et qui savent peut-être y répondre, qu'est-ce que vous pourriez dire quant aux outils d'évaluation de la qualité de vie? Docteur Ghemazi. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal d'outils qui existent. Il y en a un qu'on utilise nous en pratique parce qu'il est assez simple et validé, c'est le questionnaire de l'OMS,
qui est en 5 items, qui a eu l'occasion de pouvoir être évalué dans un cadre beaucoup plus global avec des questionnaires beaucoup plus pointus et détaillés. Je dirais que c'est aux équipes de réfléchir finalement au sens qui est donné à ce questionnaire et l'intérêt qu'on va y porter. Et je rappellerai que j'espère que les programmes d'éducation thérapeutique améliorent la qualité de vie des patients, mais ce n'est pas suffisant en soi. J'espère qu'il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte et sur lesquels on essaie de travailler tous pour les rendre beaucoup plus lisibles et vivants. Tout à fait. Ce qui est important là, c'est de dire qu'aussi, dans ce que j'entends, c'est qu'il y en a un qui existe et qui est utilisé, mais que peut-être c'est aux équipes de choisir celui qui convient le mieux à leur patientèle et à leur façon de faire dans l'équipe, en tout cas. Mais que c'est qu'un type d'évaluation, en tout cas. Exactement. Un critère. Très bien, merci beaucoup. Docteur Beeckwirth, vous voulez rajouter quelque chose? La limite des questionnaires, c'est surtout des questionnaires auto-administrés, c'est ce qu'on appelle la littératie et la littératie en santé. C'est-à-dire qu'il faut être très attentif à ce que les personnes comprennent et soient en mesure de répondre. Et je pense que l'intérêt d'un programme d'éducation thérapeutique, c'est justement l'interaction humaine. Et se contenter d'un outil écrit et d'en exploiter les résultats rompt cette interaction. Et il faut être vraiment très très attentif à ne pas aggraver des fractures de connaissances en répondant à une injonction d'évaluation qui peut, par cette méthode, ne pas être appropriée. D'accord. Donc là, c'est vraiment de bien faire attention à ce que ça ne coupe pas, en fait, ou ça ne donne plus accès pour certains patients. De façon générale, un outil qui est adapté aux plus handicapés va pouvoir être utilisé pour les moins handicapés. Donc il vaut mieux partir du handicap majeur, qui est en l'occurrence pour un questionnaire la compréhension, jusqu'à aller vers celui-là sera accessible à tout le monde. Très bien. Donc là, je note que là, il y a effectivement l'adaptabilité des équipes de trouver ce qui correspond le mieux, mais de ne pas faire du questionnaire de qualité de vie le seul élément qu'on prend en compte, mais aussi de se dire qu'il faut qu'il soit adapté à la majorité des patients pour ne pas les mettre sur le côté et les mettre en difficulté en tout cas. Donc merci pour ces réponses. Je vais me retourner, puisqu'on avait une partie aussi sur le patient et son expertise et aussi la perception des patients. Madame Legendre, vous avez travaillé, vous participez à un programme, vous avez travaillé sur ce côté de représentation des patients pères, aidants, ressources. Ça pourrait faire l'objet aussi d'une discussion. Que pourriez-vous nous en dire? Oui, en effet, j'ai pu réaliser une étude dans le cadre du mémoire pour le DU en ETP. Il s'agissait de savoir quelle perception les patients participant à un programme avaient de leur père intervenant. Et j'ai donc pu mener des entretiens avec des patients sur plusieurs programmes, plusieurs pathologies dans différentes régions. Et il est ressorti des points importants de leurs propos. Et pour les patients participants, il était indispensable était le mot utilisé par une patiente, d'avoir un père intervenant dans un programme. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment vus comme un ingrédient de la réussite, pour reprendre les termes qui étaient ceux du film, et comme des acteurs clés dans les changements qui doivent s'opérer au cœur du patient, dans sa vie, dans son parcours de soins, dans sa vie avec la maladie. Je précise que les patients participants ont décrit différents types d'interventions de leur père, qui pouvaient aller du simple témoignage en appui aux professionnels de santé jusqu'à la co-animation vraiment aux côtés du professionnel de santé, en passant par une pérédance, puisque certains patients intervenants avaient vraiment une expérience très approfondie de la pérédance, parfois sur plusieurs dizaines d'années. Alors les apports qui ont été décrits par les patients sont tout d'abord une grande faculté d'écoute de la part des pairs intervenants. Ils ont pu créer un espace sécurisé pour ouvrir la parole, libérer la parole grâce à leur écoute bienveillante et empathique, et ils ont stimulé les échanges. Et une fois que le patient se sent en toute confiance, vraiment sécurisé, il peut dire comment ça se passe la vie avec la maladie. On peut asseoir les apprentissages parce qu'il y a des problématiques qui émergent et ça répondra à des besoins.
Et ça leur donne un sens à ces apprentissages. Ça, c'est déjà un premier point qui est ressorti. Le deuxième, c'est que les patients intervenants ont pu apporter de vraies connaissances, pour reprendre les termes des personnes participantes, de vraies connaissances à leurs pairs, qui sont des explications et des conseils, sous la houlette des professionnels de santé, bien sûr, que ce soit sur les traitements, sur les solutions d'adaptation, sur l'hygiène de vie, et même les démarches sociales pour la réinsertion, etc. Et bien plus encore, il est apparu qu'ils ont pu modifier les représentations et les croyances qu'avaient les patients participants sur leur maladie et sur la vie avec la maladie. Au final, le patient participant, en voyant, en écoutant, en voyant, en ayant des interactions même pédagogiques avec le patient intervenant, peut réaliser que c'est possible de dépasser le problème et de continuer à se projeter dans l'avenir. Donc ça a été vraiment une source de prise de conscience pour initier un changement de comportement et devenir acteur de ces soins. Et ça a vraiment donné un sens à tous les efforts d'acceptation, d'adaptation et d'observance qui est nécessaire aux patients et qui leur est constamment demandé. Et en même temps, l'éducation thérapeutique apporte les outils pour parvenir à cet objectif. Et si je peux me permettre de citer quelques patients, ils ont dit « j'ai pu limiter les dégâts » ou bien encore « avant, je m'en foutais ». Mais le patient intervenant a joué sur ma prise en charge et ça responsabilise les personnes, ou encore ça montre que si on fait quelque chose, on va mieux. Donc ça a eu un véritable impact même sur leur santé psychique, mais aussi leur santé physique. Il y a eu aussi un véritable soutien psychologique parce que la motivation s'en est trouvée renforcée. Les patients intervenants ont apporté à leur père une réassurance et une dédramatisation, une prise de distance avec la situation dans laquelle ils se sont trouvés brutalement. Et un patient participant a été obligé, a ressenti le besoin de trouver un autre terme pour désigner son père intervenant. Il l'a rebaptisé le patient thérapeute. Ça lui a fait tellement de bien qu'il a eu ce besoin de créer un nouveau mot. Tellement c'était spectaculaire pour lui de comprendre qu'il avait une nouvelle vie qui l'attendait, où il allait pouvoir quand même dépasser quelque part, où sa vie ne serait pas complètement circonscrite par la maladie. Voilà, pour conclure, je dirais que les patients participants ont reconnu vraiment des apports spécifiques du patient intervenant, mais qu'ils ont dit aussi que c'est la synergie de tous les intervenants qui rendait l'éducation, enfin l'intervention du patient intervenant et l'éducation thérapeutique utile et bénéfique. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. Je trouve que c'est très intéressant. On note alors, est-ce qu'on pourrait dire presque que le patient intervenant, du coup, père, là, en l'occurrence, c'est l'exemplarité, c'est-à-dire de dire que tout compte fait, j'arrive à voir à travers lui qu'il y a des choses qui sont possibles et que je peux m'approprier certaines choses. Est-ce que vous diriez jusque-là ? Alors, les patients participants ont utilisé ce mot assez souvent. C'est un exemple. Ils lui ont donné un sens très fort, mais il faut quand même le moduler pour dire que c'est un exemple, non pas forcément à suivre tel quel, mais pour se dire, voilà, il y a quelqu'un qui a pu poursuivre son chemin, moi je vais trouver les moyens de suivre mon propre chemin. C'est ça, mais c'est possible. C'est pas je fais un copier-coller, voilà, c'est vraiment, c'est possible, donc je vais voir comment moi je peux me l'approprier. Chaque personne est singulière, chacun fait un chemin qui lui est propre. Ouais. Pour nos autres membres sur le plateau, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit sur cette place du coup du patient et de la visibilité qu'on peut en avoir, puisqu'il y avait le côté aussi synergie, c'est-à-dire de dire qu'à un moment donné, le patient expert, oui, mais sans l'équipe, voilà, ça veut dire qu'il fait partie de l'équipe ou comment... Voilà, je vous laisse peut-être répondre, docteur Ghemasi. Alors, dans mon expérience en pédiatrie, le patient partenaire, expert, c'est une définition qui est un petit peu compliquée. C'est ce qu'on voyait aussi dans le film. Tout à fait. Alors, par contre, l'ingrédient pour moi d'une séance d'éducation thérapeutique réussie, c'est finalement quand tous les patients finissent par être des patients un peu intervenants et ressources. Parce que considérer que chaque patient a une expérience de vie et apporte quelque chose dans la séance fait que les interactions vous destituent presque du contenu de votre atelier. Et les meilleurs ateliers que j'ai réussi à finalement
ne pas animer, parce que j'étais plus animateur, eh bien, ce sont ceux où les patients ont vraiment pris la parole et dans les échanges. Et c'est là où nous, on peut, en tant que soignants, récupérer des pépites qui vont nous servir pour rebondir dans la suite de la prise en charge. C'est là où les patients deviennent acteurs, voire auteurs, exactement. Du coup, de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils font, et que nous, on est dans la réciprocité. Là. Donc il n'y en a pas un forcément qui est identifié et qui se présente en tant que tel sur la séance, mais c'est finalement l'animation en elle-même qui met en lumière l'apport de chaque patient. Et ça, je trouve que c'est précieux, et c'est ce vers quoi, en fait, il faudrait essayer de tendre. Très bien. Merci beaucoup. Docteur Beckwirt et Madame Dannenberger, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, vas-y toi, par rapport à aux patients. J'aimerais quand même attirer l'attention sur certaines limites qui sont la limite du partage de l'information avec un tiers. Et quand on vit avec une maladie qui est discriminée ou qui est jugée, on peut avoir une énorme crainte de partager une information avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'est tout un travail d'intégration du concept dans l'équipe qui permet effectivement de dépasser cette retenue dans mon domaine d'activité qui est le VIH, ou sa prévention. Quand on parle de santé sexuelle et droits humains, pour avoir une fluidité dans l'échange et mettre en confiance le tiers, la présence d'une autre personne peut être difficile en fait. Donc tout est possible en matière d'éducation thérapeutique avec l'accord de la personne. Et on ne peut donc, même si on est convaincu que certaines approches sont vertueuses et vont être aidantes, les faire accepter par certains, ça peut être très très compliqué. Ça, je pense que c'est Il y a des personnes qui disent « Ah non, moi je n'en ai parlé à personne, il n'y a que vous qui êtes au courant ». Et c'est tout un travail après d'approche de comment on peut en parler à un tiers et dans quelles circonstances on peut en parler à un tiers. Donc c'est tout un préalable à mettre en place. Et d'ailleurs, une des compétences, on va dire, dans l'ETP, c'est aussi de comment j'implique mon entourage dans la prise en charge, ce qui n'est pas forcément aisé. Hein. Donc, Madame Dannenberger, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, alors on en parlera après quand Dr Beckwirt nous aura présenté l'étude, mais nous nous sommes retrouvés en formation sur l'ETP, des aidants, des patients, des soignants, tous ensemble. Et en fait, à un moment donné, on s'est posé la question d'un programme d'ETP qui commençait à se développer à l'hôpital et qui ne savait pas comment présenter le programme. Et un patient nous a dit, moi je me suis rendu compte que je ne supportais plus d'être à l'hôpital, je venais d'y passer 2 mois, et quand l'infirmière est venue me présenter le programme, je lui ai dit non, simplement parce que c'était impossible pour moi de revenir à l'hôpital. Maintenant que j'ai travaillé ça, on me l'a reproposé 2 ans après, et je suis rentrée dans le programme et je me suis rendu compte combien ça m'avait aidé au quotidien. Et je trouve dommageable de ne pas l'avoir su avant. Et du coup, quelqu'un lui a demandé, mais qui aurait pu te proposer ce programme pour que tu y adhères plus facilement? Elle m'a dit un autre patient. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'il y a plusieurs notions, je trouve, dans ce que vous dites qui sont très intéressantes. Il y a effectivement le poids du père, en tout cas, qui est là. Il y a peut-être aussi la temporalité. Du coup, du patient, c'est-à-dire de dire c'était peut-être pas le bon moment. Et il y a peut-être encore une troisième chose qu'on a évoquée ce matin déjà, c'est-à-dire le lieu de l'hôpital qui est peut-être pas dans la foulée d'une hospitalisation le moment et le lieu idéal. Donc peut-être de prendre des relais pourrait être intéressant. Donc il y a des choses là qui sont vraiment très très intéressantes, je trouve. Donc parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ces retours. Je pense que est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça? C'est bon? Donc, très bien. Je vais peut-être passer, parce qu'on avait 2 parties dans le film qu'on a vu, et on avait un point sur l'écoute, entendre l'autre, qui me paraît important. Et Dr Beckwirt, vous avez un programme dont Madame Dannenberger vient de parler là, qui est intitulé « Croiser les expériences vers une transformation de l'action de soins dans la maladie chronique ». Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous expliquer sur quoi s'est basé votre
votre réflexion? Donc, c'est un programme de recherche collaboratif entre le groupe hospitalier Mulhouse-Sud-Alsace, l'association ITAC et le laboratoire Experis des sciences de l'éducation de l'université Sorbonne Paris-Nord. C'est un programme de recherche qui a bénéficié d'un financement en réponse à un appel à projet national promu par le ministère de la Santé, qui est l'accompagnement à l'autonomie en santé. Donc c'est un financement que nous avons obtenu en 2017. Donc pour déjà planter le décor, hein, d'où part cette réflexion en fait, hein. La réflexion, elle s'ancre dans 4 points d'interrogation, qui est la question de l'expérience vécue, des savoirs expérientiels et de l'expertise. De quoi on parle dans le cadre de l'ETP? La deuxième question concerne le travail du malade, le travail du maintien de soins en vie, qui a été théorisé par Anselm Strauss et Tourette Turgis plus récemment. En tant que soignants, avons-nous conscience de ce travail? En miroir, il y a toutes les actions de reconnaissance et de valorisation des acquis de l'expérience en milieu du travail. Et c'est là où on rejoint les sciences de l'éducation. Pour cette démarche, qui concerne donc des adultes en formation continue avec une expérience professionnelle, certains utilisent le récit biographique ou l'entretien d'explicitation. Est-ce que ces pratiques narratives peuvent être appliquées au travail du patient? Et enfin, le dernier concept, c'est celui du concept d'identité narrative. Là, on va vers la philosophie, en fait, développée par Paul Ricoeur, qui nous a dit que faire récit de son histoire contribue à construire son identité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par faire récit? Faire récit, c'est un processus accompagné par un tiers. Ça n'est pas juste raconter une histoire. La notion de l'accompagnement et de la réflexivité qui est liée à cet accompagnement est vraiment au centre de la démarche. Sachant par ailleurs que la maladie fracasse l'identité, parce que c'est un événement dans la vie qui est un événement de rupture qui oblige à une reconstruction de quelque chose. Donc comment on accompagne le fracas et la reconstruction? Et quelle place peut prendre l'ETP dans cet événement très particulier de la vie de quelqu'un? Très bien. Il y a un terme qui est fort, hein, que vous nommez, qui est le terme de fracas. Du coup, et j'ai envie de me retourner vers Madame Legendre, parce que du coup, c'est quelque chose, en tant que patiente, hein, le terme de fracas, est-ce qu'il fait écho? Mais il est fort et il est tout à fait juste, parce qu'effectivement, les patients font état d'une rupture très violente dans leur vie à partir du moment où le diagnostic leur est annoncé. Ils ne sont déjà plus ce qu'ils étaient avant. Et ils ne savent plus trop qui ils sont avec la maladie, qui a un impact très lourd sur l'existence, pas seulement sur la santé physique, sur le côté biologique, mais aussi sur le versant psychique, sur le versant social. Toute la vie, dans toutes ces dimensions, est lourdement impactée. Donc il y a vraiment tout un processus de perte de soi, et puis ensuite de reconstruction et de rétablissement, de réinvention de soi. Voilà, une nouvelle existence à construire avec la maladie. Ouais, c'est-à-dire une identité à retrouver. De rebondir si on peut et comme on peut, hein, aussi. Et puis, sur quelles valeurs on va fonder cette existence, quelles sont les priorités. C'est un travail extrêmement ardu. Très bien, j'entends bien. Du coup, on a, Madame Dannenberger, vous êtes aidante d'un patient, enfin d'une personne, du coup, votre conjoint a fait un AVC. Pareil, ce terme de fracas, est-ce qu'il vous correspond, est-ce qu'il fait écho? Tout à fait. En fait, il fait écho en duo, en fait, parce que quand on est aidant, le souci et la difficulté, c'est que on voit l'autre se fracasser. Et on se fracasse également, parce qu'on a aussi à réinvestir une relation différemment, puisqu'on accompagne autrement, on devient aidant tout d'un coup, et on nous demande des choses auxquelles on n'est absolument pas préparé, et on est
pas non plus préparé dans une vie, même si on sait très bien que ça peut arriver, à devoir traverser ensemble des choses comme celle-ci. Et je voudrais rebondir justement par rapport à ce que m'a appris le travail de co-chercheur dans cette étude, c'est qu'on a commencé à travailler sur les approches narratives, sur les entretiens d'explicitation, et en fait on s'est rendu compte que on avait traversé ce fracas, on l'a traversé, mais on ne savait pas forcément comment on l'a fait. Et le fait de pouvoir le parler, le dire, ça permet de mettre des mots sur l'action. Et en un deuxième temps, parce que ce n'est pas seulement ça, comme le disait le Dr Beck-Wirth, les approches narratives, l'entretien d'explicitation, c'est aussi de revoir cette expérience et d'essayer d'apprendre de cette expérience. Qu'est-ce qu'on a retenu? Comment on fait pour justement, comment on a fait pour traverser tout ça? Et qu'est-ce qui nous a aidés? Et ce que l'on apprend de comment on sait de soi-même, ça nous aide pour les autres expériences, pour les prochaines expériences. Merci pour ce témoignage riche, parce que là, ce que j'entends, c'est que les mots MOTS permettent de gérer aussi certains mots MAUX, mais aussi qu'il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment d'autres choses derrière et que vous pouvez aussi, on va dire, capitaliser quelque part pour pouvoir vous en resservir et remobiliser ces choses-là, même peut-être différemment. Donc, très bien, merci beaucoup. Quand vous nous avez expliqué, du coup, ces quatre interrogations, par rapport à qu'est-ce que vous en faites comme synthèse et ça débouche sur quel procédé, en fait? Alors, on rentre là au cœur du travail de recherche. Donc, un travail de recherche, par définition, ça a un aspect un peu méthodologique, rigoureux, académique. On va essayer de le rendre vivant pour qu'il soit accessible. Mais on ne peut pas non plus faire abstraction de cette rigueur. Donc, je vous demande de me pardonner en avance si ça vous semble austère. Si jamais, je vous poserai des petites questions en internaute. Donc, en fait, est-ce qu'on peut identifier, reconnaître, valoriser cette expérience de vivre avec une maladie chronique et de tout ce travail de prendre soin de sa santé? Si oui, comment on le fait? Qui le fait? Dans quel cadre? Quels effets ça va avoir? Et donc, à partir de ce moment-là, dans un travail de recherche, on pose des hypothèses. Et nous en avons posé deux, qui sont la première, les approches narratives permettent d'explorer des aspects formateurs en lien avec le pouvoir d'agir des personnes. Les pouvoirs d'agir sont représentés par les apprentissages et le développement des compétences et des capacités. Et la deuxième hypothèse est que les approches narratives facilitent les interactions entre patients, aidants et soignants en favorisant l'émergence des acquis de l'expérience des personnes. Donc vous voyez qu'en fait on propose d'explorer de nouvelles méthodes de communication et on essaye de voir si elles sont applicables au contexte de l'ETP et de quelle façon on pourrait les appliquer. Si je comprends bien, du coup, là, c'est vraiment un travail de fond que vous avez fait pour déblayer, pour mettre la méthodologie en place, pour proposer derrière une formation accessible. Exactement. Exactement. Et donc, comment est-ce que nous avons procédé? En fait, on a eu un ancrage éthique très fort qui a été défini dès le départ, qui était d'avoir un comité de pilotage projet avec une majorité de non-soignants. Il y avait 8 co-chercheurs, 3 personnes vivant avec une maladie chronique, 2 aidantes et 3 infirmières, 2 chercheurs en sciences de l'éducation et la coordination que j'ai assumée. En face du comité de pilotage, il y avait un comité scientifique tout petit, qui était les 2 chercheurs en sciences de l'éducation, une personne invitée pour toute la partie explicitation et moi-même. Le rôle du comité de scientifique était de faire des propositions au comité de pilotage. Et le comité de pilotage a refusé un certain nombre de propositions pour en imposer d'autres. Nous avions également une charte d'engagement et de confidentialité qui était signée en préalable à tous nos travaux, une fois pour tous les participants, mais tout le monde l'a signée. Nous avions défini également une priorité de parole pour les patients et les aidants. Et le programme a été co-construit à toutes les étapes. C'est-à-dire qu'on a veillé
à ce que le retour de terrain soit systématiquement pris en compte pour les étapes suivantes. Si j'entends bien, elle a une adaptabilité continue. Continue. Parce qu'en fait, c'est pas du tout habituel que des soignants en sciences lapsus révélateur, des chercheurs en sciences de l'éducation travaillent avec des soignants, et réciproquement, et que des patients soient considérés comme co-chercheurs. On était complètement hors des clous du travail académique classique, en fait. Est-ce que vous pourriez juste nous expliquer, parce que je pense qu'il y a des internautes qui ne sont peut-être pas au fait, ce que c'est l'approche narrative, si vraiment en quelques mots, parce que je pense que c'est une demande qu'on a là de quelques internautes. Je pense que ça éclairera peut-être la suite du propos. Tout à fait. Alors, les approches narratives, en fait, sont des méthodes de communication qui permettent de faire la nuance entre la narration d'un événement et un récit d'expérience. En fait, on apprend à inviter à raconter, on apprend à solliciter sans juger, on apprend à solliciter sans interpréter à la place de l'autre. On essaye aussi de faire comprendre la différence entre raconter, décrire et expliciter. On apprend à identifier ce qu'apporte le récit, ce qu'apporte l'explicitation, comment on articule récit et explicitation, comment on passe de l'un à l'autre, de quoi on s'informe en utilisant l'un et l'autre. On apprend aussi à faire comprendre cette notion de contrat d'attelage qui est très spécifique de l'entretien d'explicitation, où on va chercher l'adhésion de la personne, lui demander son accord, le lui redemander, le faire rentrer en fait dans un travail où on laisse revenir un certain nombre d'épisodes guidés par une forme de manière de poser des questions qui est très très particulière. Pour vous donner un exemple, et quand vous dites que, comment faites-vous pour ? D'accord. C'est-à-dire qu'on apprend, pour faire très, très simple, on apprend à passer du pourquoi au comment. D'accord. Et si vous avez envie de tester les effets de ce passage du pourquoi au comment, je vous invite à le faire même dans votre vie quotidienne. Chaque fois que vous avez envie de poser la question pourquoi vous ou pourquoi tu, de reformuler en disant et comment fais-tu pour ? On va inviter tout le monde à faire des petits tests comme ça. Voilà, ça peut vous donner une idée et puis d'observer les effets en retour. Ça peut être tout à fait intéressant. Merci beaucoup. Et autre chose, en fait, dans le cadre de notre programme de recherche, on a aussi travaillé du coup sur la transférabilité de ces méthodes à l'éducation thérapeutique et à initier aussi à la pratique réflexive qui naturellement fait suite à cette démarche. Très bien. Merci, je pense que c'est plus clair, et en tout cas c'est super intéressant. On a un internaute qui nous demande comment il va pouvoir avoir accès à cette étude. On en dira peut-être un mot à la fin quand on aura fini de présenter tout ça. Donc là, il y a des formations qui vont être mises en place. Du coup, Madame Damnenberger, vous êtes, on le rappelle encore une fois, aidante. Vous avez suivi cette formation. Vous êtes co-chercheuse. Du coup, là, l'innovation, en tout cas, elle porte déjà sur ça. Mais du coup, peut-être pas que. L'originalité de cette formation et les atouts, qu'est-ce que vous en auriez à dire ? Alors, il y avait plusieurs choses qui sont arrivées et qui ont été presque... c'est un peu peut-être fort, mais c'est presque ça, de la magie. On a mélangé l'universitaire, l'associatif, l'hospitalier, on a mélangé les soignants, on a mélangé les aidants, on a mélangé les patients, on a mélangé toutes les pathologies. Et ça a été une extraordinaire rencontre avec, je trouve, quelque chose déjà de fantastique, une joie de se retrouver tous ensemble, malgré toutes les difficultés que chacun pouvait avoir, personnelles ou professionnelles.
fluidité d'échange et de communication. Je pense que la charte éthique qui avait été posée et acceptée par tous a mis comme ça une règle et des limites en place qui ont permis à chacun de ne pas être dérangé de la place qu'il avait et de pouvoir regarder la place de l'autre tout en restant à sa place. Il y avait aussi, et ce qui est fantastique, parce que en première partie, on l'a vu, il y a parfois une difficulté pour certains patients, partenaires, ressources, de pouvoir s'inclure, puisqu'il y a une activité professionnelle. Là, il y avait une majorité de jeunes, de moins de 40 ans. Et c'était aussi quelque chose de très intéressant. Et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'on n'a jamais senti notre parole coupée. Effectivement, c'est vraiment ça ce qui s'est passé, comme le dit Dr Begbert. Les co-chercheurs, on avait droit au chapitre et on avait le droit aussi de dire non, oui, plutôt ça, parce que nous, dans ce qu'on vit, c'est ça qu'on a envie d'expérimenter, c'est par là qu'on a envie de travailler. Et quelque chose qui m'appartient plus, moi, en qualité d'aidante, de se dire que c'est vrai qu'on l'a vu en première partie, les aidants, le programme d'ETP les aide à comprendre ce qui se passe. Mais il y a aussi des choses qui se passent en nous. Et je me faisais la réflexion, on parle de patients ressources, on parle de patients partenaires, on parle de patients experts. Est-ce qu'il y a des aidants pour les aidants ? Ou allons-nous, qu'est-ce que l'on va faire ? Et c'est vrai que nous avons également besoin et des besoins spécifiques dans cette reconstruction après un fracas qui est celui de l'autre et le nôtre également. C'est très intéressant et c'est vrai que du coup, on voit qu'il y a une parole prise en compte vraiment à égalité. On entend aussi, et ça c'est important aussi pour les programmes ETP, c'est dire que la charte éthique déontologique, elle ne doit pas simplement être signée, elle doit être validée aussi. Et ça c'est important. Et vécu. Donc ça c'est important. Je me retourne vers Madame Legendre et Madame Ghemazi-Kefi, excusez-moi, mais vous avez suivi aussi cette formation. Dans votre pratique professionnelle, qu'est-ce qu'elle a changé, apporté ou modulé ? Alors, quand je les écoutais parler, j'étais en train de me dire, finalement, alors, comme je travaille avec des enfants, je dois essayer de trouver des analogies assez faciles. Ouais. Je m'étais dit, quand j'ai fait médecine, c'est comme si on m'avait appris à faire un tricot, et l'interrogatoire, qui est la première pierre finalement de notre apprentissage, c'était de réussir à décrire mon pull et de dire il a des manches et puis il a un corps. Quand j'ai appris l'éducation thérapeutique, finalement c'était une brique supplémentaire qui permettait de me dire tiens, ce pull il est plutôt torsadé, il est plutôt avec des fleurs ou il a plutôt des couleurs. Et quand je suis entrée dans la narration, on m'a appris à aller regarder comment finalement ce tricot, il était dessiné, articulé, et le petit travail de finition. Donc j'ai l'impression d'être comme ça dans une espèce de continuum, et que ça m'aide à chaque fois à un peu m'interroger sur mes pratiques, à me remettre en question dans mon exercice, et à trouver finalement d'autres manières de collaborer avec mes patients, et de découvrir plein de choses super fantastiques, en fait, à utiliser dans le quotidien. Parce que dans cette formation que moi, j'ai adorée par le respect, finalement, qu'elles nous ont transmise et qu'on a vécu, cette capacité qu'on pouvait utiliser ces petites choses, les investir de manière assez simple dans notre quotidien, et d'en voir des effets que nous-mêmes, on ne mesurait pas. Parce que la chance qu'on a eue, c'est de pouvoir se retrouver après avoir eu la session de formation pour parler de nos expériences. Et moi, il y a eu des vrais moments magiques avec les patients, où là, j'avais un peu peur, où je m'étais dit, souvent, en tout cas chez les médecins, on a un timing qui est un peu serré. L'épidémio des maladies chroniques face à la démographie médicale fait qu'il y a une inadéquation. Et pour autant, la narration, c'est prendre le temps, en fait, d'écouter.
et là je rejoins Eric Deling là-dessus, c'est qu'on n'a pas toujours ce temps-là ou cette prédisposition psychique. Par contre, la narration nous y prépare, nous fait entrer en fait dans un espèce de mode qui fait que si on prend ce temps-là, en fait, on va gagner plein de temps après. C'est ça. Et ça, c'est un précieux, en fait. précieux. Ouais. C'est ça. Très clairement. Ouais. Madame Legendre, hein, qu'est-ce que ça évoque? Je voudrais juste rebondir sur ce que le docteur Ghemasi disait tout à l'heure, que quelque part, il faut se laisser déposséder de ses rôles en ETP et que le patient participe à la co-construction de la séance et du programme. Donc ça me paraissait un point essentiel. Oui, et je pense que monter des programmes pour les patients sans les patients, c'est un non-sens. Voilà, donc on aura bien compris l'importance du coup aussi du continuum qui est intéressant, de dire qu'à chaque étape, en fait, on continue de se former et on continue d'améliorer nos pratiques avec des techniques tout compte fait qui ne sont pas forcément alors pas complexes, mais en tout cas qui, à partir d'un mot, quand on dit le comment, peut permettre aussi de changer la réponse qu'on va avoir et la richesse d'informations qu'on va avoir aussi. Donc on aura bien compris, docteur Beckwirth, qu'on a eu magie à droite, magie à gauche, donc la magicienne que vous êtes, et c'est important, a vraiment apporté un bénéfice tant pour l'aidante que Madame Dadenberger et que pour le docteur Ghemasi. Mais en tout cas, là, on a l'impression que tout était de fil rose et que ça allait. Est-ce qu'il y a eu des difficultés dans cette mise en œuvre? Il y a eu quelques difficultés qui sont importantes à connaître parce qu'elles révèlent des difficultés par ailleurs, en fait. C'est juste la révélation de difficultés dont on connaît l'existence. Alors, il y a eu très peu de mobilisation des associations de patients pour participer. Les personnes qui ont participé étaient, on va dire, plutôt des francs-tireurs. Alors, peut-être que le terme de recherche n'est pas du tout commun dans l'éducation thérapeutique, mais il pourrait le devenir, parce que c'est quand même un champ de nouveautés et d'innovation dans les sciences humaines et sociales qui est une mine d'or et qu'on a peut-être tort de ne pas explorer de façon plus rigoureuse. La difficulté majeure, ça a été le décalage entre l'intérêt pour le projet et l'intérêt immédiat, quand on l'expliquait, et la réalité de la participation, puisque seule la moitié des personnes ont pu réellement participer. D'accord. Que ce soit du côté des patients ou des aidants. On a pu former 13 patients, 2 aidants et 19 soignants. Mais il y avait 2 fois plus de personnes intéressées au départ. D'accord. Et en fait, ceux qui n'ont pas pu participer, c'était essentiellement pour des raisons de contraintes professionnelles ou d'évolution de leur santé, qui a créé des handicaps en fait. Donc on voit là qu'il y a la question du statut des personnes. On offrait une participation gratuite, on offrait une formation qualifiante, d'accord, qui était gratuite pour les participants. Donc il y avait tous ceux qui ont pu suivre la totalité de la formation ont 42 heures de formation. Il y a eu 2 jours d'initiation à l'ETP proposé par l'IPSEM et c'est Rémi Gagnère qui est venu former les patients et les aidants. Et après, les 3 jours de formation aux pratiques narratives qui a complété la formation. Donc on a 13 patients et 2 aidants qui sont formés aux 42 heures d'éducation thérapeutique et qui sont prêts à intervenir. Alors c'est intéressant, puisqu'on aura plein de questions après sur la formation, mais du coup, c'est intéressant. Mais disons que là, on a créé un format qui permettait aux personnes d'avoir en retour une attestation qui les autorise à participer au programme, en fait. Donc ils avaient une formation offerte et une possibilité d'en faire quelque chose par la suite. Mais ça pose fondamentalement la question du statut des patients et des aidants qui sont actifs, qui sont malades et à qui on demande d'être disponibles et si possible dans la durée
Et je trouve qu'on doit, nous, avoir une extrême vigilance par rapport à cette exigence. Est-ce que nous la projetons pour nous-mêmes ? C'est-à-dire, quelle disponibilité avons-nous en tant que soignants pour travailler avec des personnes en soirée dans nos programmes d'éducation thérapeutique au moment où eux sont disponibles ? Ce qu'on évoquait au début de matinée, par rapport à effectivement mettre à disposition ou adapter des programmes avec une accessibilité différente. L'exigence d'adaptation, elle doit être réciproque en fait. Elle ne doit pas reposer uniquement sur les bénévoles. C'est pour moi quelque chose qui est extrêmement important. Alors après, on est en cours de rédaction du rapport de recherche qui a déjà 100 pages. Donc pour répondre aux internautes, c'est en cours de production. Voilà, c'est en cours de production. Donc ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment les premiers résultats. Donc pour aller plus loin par rapport aux hypothèses, oui, les approches narratives aident les soignants et les éducateurs patients à tenir compte de l'expérience vécue et à accompagner la transformation de cette expérience en savoir expérientiel. Oui, les approches narratives aident les personnes accompagnées à développer des capacités d'autodétermination. Ça sort vraiment de façon manifeste. Ce qu'on a observé aussi, c'est que l'apprentissage d'une démarche d'accompagnement basée sur le dialogue qui croise récit et explicitation contribue à modifier la posture de celui qui accompagne. Oui. Ça modifie l'attitude, ça modifie le contenu de l'accompagnement éducatif lié aux soins. On a pu observer, par exemple, dans un des ateliers qu'on a fait, que pour le diagnostic éducatif, on pouvait remplir tout ce qui était attendu uniquement en étant dans cette démarche dialogique, dynamique, sans utiliser un questionnaire, sans utiliser rien. Que le simple accompagnement du récit par ces méthodes d'accompagnement permet de recueillir, encore une fois j'insiste que c'est un récit accompagné avec un apprentissage de méthodes qui sont particulières. C'est-à-dire que ce n'est pas une discussion qu'on laisse partir à volo, c'est vraiment cadré. C'est complètement cadré. L'explicitation, l'entretien d'explicitation est dirigiste en fait. On n'est pas du tout dans la liberté de quelqu'un qui va raconter son histoire. Donc c'est pour ça que ça s'apprend. C'est pour ça qu'il faut 3 jours. Et 3 jours d'apprentissage n'est pas suffisant. C'est après beaucoup de pratique en fait pour que ça soit fluide dans le quotidien. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'ai envie de dire, puisqu'on est dans la formation, là, et c'est quelque chose d'important, je me retourne vers Madame Legendre, qui a été formée avec un DU de TP. Ça apporte quoi, la formation, quand on est patient, et de se former avec des professionnels, en l'occurrence, pour devenir patient expert? Je pense que, voilà, si on devait faire un petit peu le parallèle sur la formation. Alors j'ai d'abord fait les 40 heures validantes, puis le DU en ETP, et j'ai été la seule patiente du groupe parmi toute une assemblée de professionnels de santé. Et ça exige de chacun, pas seulement de moi, mais des professionnels de santé, finalement, de se recentrer sur une seule chose, c'est l'éducation thérapeutique, quel que soit le statut ou l'origine, la provenance ou le métier des uns et des autres. Ça nécessite un effort vraiment pour arriver à développer des compétences interculturelles, c'est que chacun puisse s'approprier ce qu'est l'autre et ce qu'il sait faire pour apprendre quelque chose de commun. Et des relations, enfin des compétences interpersonnelles aussi pour pouvoir échanger, quelle que soit l'origine et quelle que soit l'origine de chacun. Donc c'est un exercice particulier qui nécessite d'apprendre et d'acquérir des compétences vraiment particulières. Et certainement que c'est l'avenir des formations, de pouvoir développer l'apprentissage de ces compétences si on veut vraiment des formations mixtes qui visent à l'acquisition des savoir-faire en éducation thérapeutique. On parlait ce matin aussi de l'apprentissage et Éric Delling, qui était dans le film, terminait sur la réciprocité pédagogique. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Docteur Ghemasi, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ça? Moi, je crois au cercle vertueux de l'éducation thérapeutique et puis
du fait qu'on grandisse en fait ensemble dans cet apprentissage, à la fois nous dans notre exercice, et puis je rappelle peut-être à tout un chacun que voilà, aujourd'hui moi je suis soignante, hier j'étais aidante et demain je serai patient. Et on n'est que la même personne, et que parfois c'est intéressant aussi de s'autoriser à ne pas être complètement en train de se cloisonner et laisser un peu cohabiter tous ces espaces en se disant que voilà, ça contribue finalement à ce processus de réciprocité. Oui, d'enrichissement du coup Exactement. de toutes ces personnes à l'intérieur de nous, sans être Schizophrène. On est d'accord. On est Donc, mais ça c'est important. Je veux dire, on a pas mal de questions là de nos internautes sur c'est quoi les critères de qualité d'une formation en ETP, puisqu'on a pléthore de formations à disposition. Vous en avez tous suivi, animé, enfin voilà. Ça serait quoi les critères de qualité? Si je pars, alors on va donner la parole à notre patiente, puis ensuite à notre aidante. Mais du coup, Madame Legendre. Je retiendrai des formations que j'ai suivies le fait que un des critères, le principal critère, c'est que c'était tout le temps centré sur le patient. De quoi le patient a besoin et comment on va pouvoir répondre à ses attentes et ses besoins. Et si la formation effectivement est centrée là-dessus, c'est un gage de qualité. D'accord. Donc on a premier critère de qualité. Madame Dannenberger. Je pense que un des critères pour un programme d'éducation thérapeutique, c'est justement d'exploser cette position où chacun s'assoit. Et je me rappelle très bien de la formation avec le professeur Gagnère. On ne savait pas qui était qui pour le départ. Et on a, alors bien sûr, certes, c'est important de la place où on parle, mais pour se former tous ensemble à quelque chose que l'on ne connaît pas, d'abord, il est important qu'on puisse chacun découvrir ensemble cette nouveauté et ne pas tout de suite se retrancher derrière ce que l'on est, mais de se laisser découvrir chacun ce que ça nous fait voir de ce que l'on ne connaissait pas. Je me souviens de deux soignantes lors du programme de TP qu'on a suivi ensemble, qui avaient suivi ce programme de co-chercheurs et qui disait au début, quand on nous a parlé de l'éducation thérapeutique, on a dû construire un programme avec, et à un moment, l'ARS y a marqué associer un patient ou une association. Et les soignantes, elles disaient, mais nous, on a dit, ah mais non, on n'en a pas besoin, on connaît la pathologie, on connaît, ça fait 20 ans qu'on travaille avec des personnes âgées, non, c'est bon. Et quand on a suivi la formation, les formations en entier, elles ont dit, qu'est-ce qu'on a fait en fait? Comment ça se fait qu'on a pu penser comme ça? Et elles ont dit, c'est maintenant de ne pas intégrer des patients, de ne pas intégrer des aidants dans notre construction de programme, ça nous paraît impossible. Là, ce que j'entends, c'est qu'un des critères, c'est que ça vous bouscule dans vos zones de confort et que ça remet en question vos pratiques. Tout à fait. C'est ça, hein. Donc un deuxième critère de qualité qui est quand même important. Alors ça, on le sait quand on est dans la formation. Mais en tout cas, que ce ne soit pas une formation en plus, comme pour nos patients l'ETP, pas descendant, mais qui fasse réfléchir et s'interroger. Docteur Guémazy, un critère de qualité pour les formations? Alors je vais être sur un critère post-formation. Je pense que c'est une formation qui vous permet de faire quelque chose après. Voilà. Et de pouvoir transformer votre exercice. Et là, la formation aura été bonne parce qu'elle vous aura permis d'avancer. On revient un peu à ce que vous disiez, hein, c'est-à-dire quelque chose qui vous réinterroge, mais derrière, en plus, c'est une vraie formation action. Oui. On est très bien. Docteur Beckwirth, un critère de qualité. Je crois qu'on est un peu enfermé par la notion de programme et ce que ça impose. C'est-à-dire qu'on est à faire des figures obligées et à apprendre à faire des figures obligées, avant d'apprendre à être finalement un soignant éducateur. Et moi, ça fait longtemps que je me pose la question de savoir pourquoi tout le monde devrait savoir
de quoi doit être constitué un programme, comment écrire un programme, comment faire une évaluation, etc., etc. Donc je trouve qu'en faisant ça, on met un peu la charrue avant les bœufs. On est des adultes en formation, en activité. Donc on pourrait aussi commencer à réfléchir à la posture, à l'attitude, à un savoir-faire concret. Comment on devient un soignant éducateur? Comment on devient un patient éducateur ou un aidant éducateur? Et puis réserver les aspects formels de l'écriture, de la conduite de projet à quelques personnes qui ont des qualités et l'envie de le faire, et une formation spécifique pour ça. Mais j'aurais tendance à proposer, moi, qu'on sorte un peu de ce cadre obligé pour une formation initiale, pour aller vraiment vers une manière d'être. Ce qu'on peut entendre, c'est ce qu'on a dit ce matin en début de matinée, ou de dire de former tout le monde n'a pas de sens parce qu'il faut cette maturation professionnelle et derrière peut-être sensibiliser à la posture éducative, par contre, semble important, mais que derrière, il y a une formation qui serait pour sortir du carcan, je reprends un mot un petit peu différent, mais du cahier des charges, des programmes, et plus visé pour ceux qui vont dispenser le TP, c'est-à-dire apprendre à dispenser. Et puis derrière, peut-être une formation plus de coordonnateur, où on a plus besoin de structurer le programme. Voilà. Ce qui veut dire aussi que quand même l'équipe doit être au fait, mais après c'est le rôle du coordonnateur, d'expliquer comment s'articule le programme. C'est ça que c'est important, parce que je pense que ceux qui nous suivent, et en général, il y a une telle pléthore de formations qu'on ne sait pas trop quoi prendre, quoi choisir. C'est important de prendre ce qui nous convient et ce qui nous parle. Ce que vous disiez, c'était de dire qu'effectivement, il faut une remise en question, il faut quelque chose où on est dans une formation action, où on a le patient au centre, et où du coup, on n'est peut-être pas centré sur le cahier des charges, mais bien sur notre posture. Donc voilà, vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais rajouter autre chose, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre un outil qui va servir à rendre un rapport d'évaluation avec ce qu'on va utiliser pour le patient. C'est-à-dire qu'on a trop souvent tendance à utiliser quelque chose qui doit répondre à un cahier des charges et de le transposer sur la personne. En fait, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est effectivement, si on part sur la personne, donc on va travailler la communication avec cette personne-là. On en évaluera la qualité après, mais par d'autres outils. Et ce que vous disiez était intéressant dans la présentation de votre formation aussi, c'était de dire que le bilan éducatif partagé ne peut être fait qu'avec cette méthode et sans avoir des questionnaires derrière qui coupent la communication aussi et qui vont peut-être mettre en difficulté en plus les patients, parce que peut-être qu'ils savent des choses, mais ils ne savent pas cocher la bonne case. On retrouve aussi ça derrière. Merci beaucoup. Je pense que moi j'ai une autre question, c'est de dire, vous nous avez présenté cette étude qui est intéressante, où pour l'étude il y avait effectivement une mise à disposition gracieuse du coup de la formation pour les personnes. Est-ce que vous comptez refaire cette expérience ou après monter une formation? Est-ce que vous avez déjà des idées pour la suite? Parce qu'on a des internautes qui nous demandent, mais comment accéder à cette formation? Alors, il faut quand même avoir conscience que c'est un travail tout à fait expérimental et qu'entre l'expérimentation, son analyse et sa mise en œuvre éventuelle par la suite, on n'est qu'à 3 ans. C'est quand même très très court pour un travail de cette ampleur. On a réussi à décrocher un budget national qui était un budget qui n'était pas très important pour un travail de recherche avec lequel on a pu faire vraiment beaucoup de choses. Pour la suite, c'est un petit peu tôt pour en parler. Mais c'est vrai que ce que nous avons vécu nous donne extrêmement envie d'aller plus loin. Très bien. Je pense que vous nous tiendrez au courant et puis on pourra communiquer là-dessus. Mais alors moi j'ai une autre question du coup qui me vient, c'est-à-dire qu'on a vu, c'est dans une technique de narration et on parle beaucoup de M. C'est quoi la grande différence, parce qu'il y en a qui se poseront peut-être la question, de dire on peut intégrer l'entretien motivationnel lors de la prise en charge de nos patients, mais on peut aussi intégrer du coup le récit. C'est quoi la différence? Puisque vous parliez d'écoute réflexive, on est aussi...
C'est une question qui est assez difficile. Je sais que, alors pour revenir à ma pratique, Oui. j'ai moi été formée à l'entretien motivationnel, mais ça ne répondait pas à la façon dont j'avais envie de travailler, en fait. D'accord. Et ce qui me semblait, moi, extrêmement intéressant, c'est que dans le recueil du récit du patient, on va s'approcher de sa réalité complexe. On va la faire émerger à sa conscience et on va lui permettre effectivement d'identifier ce qui peut l'aider. Mais ce n'est pas un entretien psychothérapeutique et ce n'est pas un entretien motivationnel. C'est encore autre chose. Et je pense que dans une équipe, si on peut, et même pour soi, si on peut disposer de plusieurs outils, d'une boîte à outils bien remplie, en fait, on va utiliser certaines méthodes à certains moments. Et ce qui est intéressant dans la pratique de l'éducation thérapeutique, c'est, à mon avis, d'avoir une formation continue. Parce que cette formation continue permet d'apporter ces modules complémentaires qui vont résonner plus dans la pratique de certains ou dans la pratique d'autres, mais qui vont petit à petit apporter une meilleure réponse qualitative aux besoins de chacun. Et comme vous le disiez, on est chaque fois dans des reconstructions singulières. Et aller chercher cette singularité, elle est possible par le récit, parce que c'est le patient qui donne sa temporalité, c'est lui qui donne les clés et qui se les donne à lui-même. Et en fait, on est effectivement dans ce travail d'accompagnement. C'est la différence que je ferai avec l'entretien motivationnel. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vous laisse rebondir, puis après on passera aux questions-réponses, puisqu'on est proche de la fin. J'ai pu parler avec différentes soignantes et par rapport à parce qu'on avait suivi ces différentes choses. Si vous voulez bien, je vous donne un exemple. Elles ont suivi une formation entretien motivationnel, les approches narratives, l'entretien d'explicitation. Et elles m'ont expliqué qu'en fait, elles ont changé complètement leur manière de faire l'entretien éducatif. C'est-à-dire que normalement, l'entretien éducatif de premier, l'entretien diagnostique, le bilan éducatif, on vous demande dans un programme, un programme de TP, des choses bien précises et il faut un certain nombre de questions. Elles ont complètement modifié après ça leur manière d'aborder ces questions. Et leur première question, c'est racontez-moi comment vous vivez avec votre maladie. Et ensuite, on a appris aussi à justement que ça ne dévie pas d'un côté ou de l'autre. Ensuite, elles m'ont expliqué que lorsqu'elles ont besoin de connaître quelque chose d'important, par exemple, une parlait du programme d'éducation thérapeutique sur le diabète, une personne âgée qui ne ressentait pas ses hypoglycémies. Là, elle a utilisé l'entretien d'explicitation pour essayer de voir avec elle à quel moment il y a une modification dans son corps qui pourrait lui faire comprendre qu'elle est en train de faire une hypoglycémie. Et dans ce cas-là, on dit, si vous voulez bien, on va revenir au moment juste avant que vous fassiez votre glycémie. Est-ce que vous êtes d'accord? Et c'est ce dont elle explique... expliquait Dr Beckwirth. Donc tout ça, comme elle disait, ce sont des outils. Ça ne doit pas devenir quelque chose qui est un dogme. En fait, ça doit permettre tout simplement la communication. C'est ça. Ça doit permettre d'apporter quelque chose qui va permettre à celui qui est avec sa maladie ou son aidant à pouvoir se parler le plus librement possible, en essayant de se dire ce que je vais dire ne va pas être critiqué. Je parle de moi, c'est mon expérience et elle existe et elle est légitime parce que c'est la mienne. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose de passer aux questions-réponses. Du coup, merci pour cet éclairage. On a des questions totalement différentes, mais qui restent du coup assez nombreuses. On reviendra peut-être juste 2 mots sur la charte éthique et déontologique tout à l'heure, mais il y a surtout des questions aussi sur l'adaptation des programmes pendant cette période Covid qui nous a fait gagner du temps, mais en tout cas gagner du temps sur tout ce qui était visio pour certains patients
patients. Est-ce que vos programmes ont été adaptés pendant cette période-là où on ne pouvait pas accueillir de patients avec des méthodes autres, Docteur Guimasi? Alors, comme je travaille en pédiatrie, Oui. on a déjà beaucoup de supports qui sont imagés. La grande différence, c'est que dans toute la phase de début de Covid, étant donné que les recommandations étaient de ne pas faire venir des patients qui ne présentaient pas de symptômes dans les lieux, notamment à l'hôpital, on a adapté nos stratégies grâce à la téléconsultation. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier du coup d'une adaptation pour à la fois mes consultations, mais aussi toutes celles de mon équipe pluridisciplinaire. Ce qui a permis finalement d'avoir une interface un peu différente. Et moi, j'avoue que cette expérience a été juste fantastique pour moi parce que ça me permettait d'avoir finalement un autre cadre qui était finalement le décor de l'arrière de mon bureau, mais surtout moi ce que je voyais c'était l'intérieur des maisons de mes patients, parfois des jeunes ados qui étaient restés couchés sur leur lit avec l'écran smartphone dessus, et c'est assez riche en fait, si on se détache un peu du cadre institutionnel dans lequel on a l'habitude d'exercer. Et bien, il y avait une certaine fluidité qui se mettait en place. Pour certains patients, c'était super sympa parce que parfois, j'avais la tête de la copine qui passait, qui disait « coucou ». Voilà, donc je découvrais les petites copines de certains de mes patients, voir le petit frère qui était tout content de voir la tête du docteur. Donc, c'est vrai, hein, franchement, c'était hyper intéressant. Et je me suis dit, mais en fait, je ne vais jamais faire marche arrière. Alors, je tiens en consultation en présentiel et au travail qu'on fait, mais ça reste un outil pour moi à exploiter et à creuser, en tout cas dans les approches possibles. Ouais. On est en train, alors nous, suite à ça, on a fait un travail et on a eu pas mal de professionnels qui ont répondu présent et des structures associatives de patients sur le TP à distance pour effectivement aussi ressortir un petit peu des préconisations parce que c'est pas si simple que ça en termes de responsabilité, mais aussi d'autres problématiques qui peuvent apparaître. Du coup, Dr Beckwirt, est-ce que vous avez utilisé les nouvelles technologies, on va dire, pour vos patients ? Bon, je vous rappelle juste, c'est pas. Et quelle est la place? Alors je rajouterais juste, parce qu'il y avait une autre question, quelle serait la place dans le TP du coup de la télémédecine? Voilà. Alors, moi, je fais de la médecine adulte avec quand même une orientation infectiologie. On a quand même été bien occupé par la période Covid, donc ça n'a pas été propice à un imaginaire innovant. Nous avons téléphoné aux personnes, surtout les plus fragiles. Je dois dire que je suis très contente du retour en présentiel parce que la communication non verbale est quand même importante malgré les masques. La présence physique est importante dans certaines situations. On va travailler sur différents... Là encore, il faut saisir des opportunités pour essayer de mettre sur pied différentes choses et différents outils, mais on n'est pas... on a quand même été fort secoués par ce que nous avons vécu. Donc on vous demande un petit peu d'indulgence sur notre capacité de rebond. Je pense qu'en sachant que Mulhouse a été un des premiers foyers et que vraiment ça a été très important, on sera mais plus que... compatissant sur ce qui s'est passé d'une part et puis sur le fait que vous n'ayez pas pu prioriser ce genre de choses qui est tout à fait entendable. Par contre, là où je vais faire le lien entre cette crise sanitaire et éthique par rapport à l'éthique du soin et l'éducation thérapeutique, c'est que autant nous travaillons tous en éducation thérapeutique à accompagner les personnes vers davantage d'autodétermination et d'émancipation par rapport à leur pathologie, autant cette crise du Covid nous a précipités tous dans le retour du terrible pouvoir biomédical et la perte de toute cette démarche de démocratie en santé. Et je pense qu'il faut vraiment que nous soyons fermement convaincus que l'éducation thérapeutique est un lieu de démocratie en santé et qu'il faut que nous le défendions en tant que tel. Je pense que ça, c'est important. Une petite dernière question qui nous est posée, c'est comment, selon vous, mieux communiquer sur l'offre ETP actuelle?
Madame Dannenberger, Sur, l'offre ETP actuelle, comment mieux communiquer alors là-dessus? moi j'ai été assez étonnée, j'ai dû aller dans une clinique et dans le dossier d'accueil, il y avait l'entièreté des programmes d'éducation thérapeutique qui étaient proposés dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, dans un listing avec le reste des choses. Voilà. Bien, super. Et j'ai trouvé ça super bien. Ouais. Alors déjà, ça, on peut le faire tous. Ouais. C'est-à-dire que dans les hôpitaux, dans les centres de soins, les infirmières à domicile, il y avait dans le livret d'accueil l'entièreté des programmes d'Alsace. Oui, c'était que d'Alsace, pas du Grand Est. Et j'ai trouvé ça fantastique. Du territoire, en tout cas, voilà. c'est top. C'est une manière peut-être de le faire. Une autre manière, bon, moi je ne suis pas très très adepte de ce genre de choses, mais voilà, je critiquais personne. Mais pourquoi pas faire, alors si ça se trouve ça existe déjà, mais un Facebook ou je ne sais pas quoi, de l'entièreté des programmes. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de... Et si on pouvait continuer, moi je trouve, maintenant je le dis jusqu'au bout, on a, je ne sais pas quoi, 260 ou enfin je ne sais pas combien de chaînes. On pourrait faire également une chaîne télévision ETP. Eh bien, écoutez, on va y réfléchir. On va y réfléchir. Je l'avais promis, donc effectivement, juste, docteur Ghemasi, un mot pour expliquer peut-être la charte déontologique et éthique. C'est quoi exactement, en 2 mots? En 2 mots. C'est, à mon sens, c'était poser le cadre bienveillant de toute la démarche dans laquelle on allait s'inscrire, en fait. Et être tous raccords en termes d'état d'esprit, de philosophie et de démarche. Et en fait, il y a eu un vrai temps posé qui, à mon sens, était précieux et qui a permis peut-être un petit peu tous de nous poser dans le fond de notre chaise, tranquillement, et de se dire, voilà, ça y est, je suis là entièrement et je suis prêt à vivre cette petite expérience fort sympathique. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Je pense qu'il est temps qu'on clôture ce second plateau. Je tiens à vous remercier. Les internautes, on m'a fait savoir, nous félicitent et vous félicitent. Je pense que voilà, c'était riche d'enseignements sur cette matinée. Je pense qu'effectivement, les questions ont été très, très nombreuses. Donc, il y aura peut-être des suites et on recontactera nos intervenants pour qu'ils puissent étoffer tout ça. Donc, voilà, par avance, merci. Je tiens vraiment à remercier l'intégralité des participants à cette matinée, ceux qui étaient aussi présents dans nos petits films, qui ont fait ça comme des pros. Donc voilà. Et puis, je pense qu'effectivement, n'hésitez pas à aller sur le site ETP Grand Est, puisque peut-être qu'on aura des nouvelles des études dont on vient de parler, qui seront, quand elles seront publiées. Vous aurez un replay à disposition également. Vous aurez effectivement la foire aux questions qui sera disponible. Et on vous mettra, pour ceux qui ont besoin, mais nous on en aura besoin en tout cas, un questionnaire d'évaluation de cette matinée, de voir s'il faut la renouveler ou pas, comment, qui va nous servir et qui pourra vous permettre de générer, pour ceux qui en ont besoin, une attestation de présence. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et n'hésitez pas à nous contacter. On vous dit à très bientôt. Merci à tous. Merci.